toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode capsule du podcast Berlin de Toi. Je suis Gabrielle, son hôte, et habituellement je tire des portraits sous forme de conversation avec des personnalités inspirantes et engagées qui habitent à Berlin. Vous pourrez retrouver à peu près une 50aine de portraits en français, en anglais ou en allemand avec ces personnes. Et aujourd'hui, le but c'est de vous parler de quelque chose d'un peu différent qui n'a pas directement un lien avec Berlin, mais plutôt mon expérience de personne qui a voyagé seule à l'étranger pendant un petit bout de temps. Parce qu'en effet, je rentre de 2 semaines de voyage au Japon qui étaient absolument extraordinaires et je suis partie seule de fin février 2024 jusqu'à mi-mars. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire sous 10 points les choses qui m'auraient aidé ou juste un retour d'expérience qui m'aurait permis d'organiser mon voyage un peu différemment si j'y avais eu accès avant. Parce que bon, évidemment, c'est toujours le truc, je trouve, quand on prépare un voyage, c'est qu'au bout d'un moment, on se renseigne tellement que ça biaise un peu. Donc je m'étais renseignée, mais pas trop, parce que, encore une fois, je voulais pas être trop biaisée. Et mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner ces éléments pratiques qui vraiment sont juste les choses bonnes à savoir. Et vous faire un petit du coup retour d'expérience sans vous spoiler trop le Japon en tant que tel, parce que je trouve que c'est une expérience à aller vivre vraiment soi-même. Donc je vais pas tant vous parler de ces spécificités-là, plutôt que tout ce qu'il y a à savoir, en gros, pour organiser son voyage au Japon, solo, sereinement. Tout d'abord, il y a la question du budget. Et en effet, c'est assez onéreux de partir au Japon. Franchement, déjà juste le vol, j'ai calculé mon budget à peu près, il est de 2006-2007. Et le vol lui-même et les transports en général, ça m'a presque coûté la moitié de mon budget. C'est un peu une des raisons qui m'avait poussée à partir seule. Déjà parce que souvent les gens, quand on leur parle du Japon, c'est soit ça les passionne ou ils adorent, soit ça les laisse assez indifférents. Et du coup, j'avais envie vraiment d'aller faire cette expérience pour moi-même. Et du coup, pas me retrouver à devoir discuter, est-ce qu'on fait ça ou quoi, parce que je pense que ça dépend en effet de vos connaissances, ou bande d'amis, ce genre de choses. Mais moi, j'avais vraiment eu en fin d'année dernière un alignement de planètes parfait, et je savais que dans ce moment-là, j'avais pas forcément de personnes qui avaient la possibilité ou qui avaient l'envie de m'accompagner. Du coup, j'ai décidé d'y aller seule. Mais du coup, voilà, par rapport à ce budget, à peu près la moitié, c'est pour les transports. Il y a à peu près une 20aine de pourcents, donc un peu plus d'un quart de la moitié, qui était pour les hébergements. Et le reste, c'était la vie sur place, qui se sépare entre la nourriture et les visites et les musées. Pour les hébergements, je vais revenir un peu dans chaque catégorie après, mais on va dire globalement qu'il ne faut pas oublier que le Japon, c'est quand même la 4e puissance mondiale, juste derrière l'Allemagne. Et en fait, on a un peu l'image de, vu que c'est l'Asie, c'est moins cher, mais le Japon, c'est vraiment un pays quand même à part. Et la grande différence, je trouve, c'est que transport-hébergement, c'est la même chose qu'en Europe. Par contre, la nourriture est très peu chère. Donc, j'ai calculé qu'à peu près par jour, j'avais dépensé une 40aine d'euros dans juste ce qui est dépenses sur place. Et en fait, dedans, il y a à peu près la moitié qui était dans les activités et les musées, parce que les entrées, c'était parfois 20 euros. Et par contre, les repas sont vraiment peu chers. Donc, à partir de 5 euros par repas, vous mangez très bien. Et ensuite, évidemment, vu que c'est le Japon, j'ai goûté plein de trucs. Donc, je me suis un peu éclatée là-dessus aussi. Le deuxième point, c'est vraiment le transport. Donc là, j'aurais pu le faire un peu moins élevé, on va dire que la moitié, parce que j'ai choisi de prendre un vol direct depuis Amsterdam. Et en fait, si vous ne faites pas de vol direct, vous pouvez arriver à baisser un peu vos prix, mais en conséquence, c'est un peu plus long. Donc, c'est un peu un choix à faire. Ensuite, par rapport au fameux JR Pass, moi, j'ai choisi de ne pas le prendre parce que j'ai trouvé quand même les montants exorbitants. Donc, c'est une carte qui vous permet de vous balader au Japon sur certaines lignes et de traverser le pays. Donc, ça a beaucoup à voir aussi avec quelle forme d'itinéraire vous voulez faire. Moi, j'ai choisi de faire Tokyo, Kyoto, Osaka. Donc, vraiment de rester dans les grandes villes. Et en fait, les transports pour aller des uns ou des autres, c'était moins cher que de réserver un pass pour l'ensemble du séjour. Et évidemment, j'ai pris le Shinkansen parce que je voulais faire l'expérience. Donc, éventuellement, j'aurais pu épargner quelques euros en prenant
enfin quelques dizaines d'euros quand même, je pense, en prenant d'autres formes de transport. Mais honnêtement, j'ai pas trouvé ça plus cher qu'en Europe, sachant qu'en plus c'est plus rapide, plus propre et silencieux. Just saying. Par rapport à Tokyo, parce que ça, le métro Tokyoite, c'est quand même waouh, complexe. Donc on va dire que c'est immense déjà. Et en fait, il y a plusieurs compagnies qui se partagent le métro, mais en gros qui se partagent les lignes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous changez de ligne, vous devez repayer un billet. Donc ce que vous pouvez acheter sinon, c'est ce qui s'appelle une IC card. Et en fait, c'est une carte sur laquelle vous transférez de l'argent. Et en fait, vous avez juste à la biper et l'argent se déduit directement, plutôt qu'à chaque fois aller au comptoir, payer un billet et devoir passer le billet à chaque fois. J'avoue que j'ai pas fait la IC card parce que j'avais pas trop capté déjà comment ça fonctionnait. Et en fait, c'est un peu le truc de plus on avance dans les jours, plus on se dit bon, c'est plus trop nécessaire. Donc faites-le directement si vous arrivez à Tokyo, parce que en plus, cette IC card fonctionne dans les autres villes de ce que j'ai compris. Et fonctionne aussi dans les bus, les métros, les trams et tout, donc ça vaut la peine. Par rapport à l'hébergement. Alors, l'hébergement, je me suis vraiment retrouvée prise dans un propre de mes préjugés, donc j'ai noté à moi-même. Parce que mon objectif, c'était vraiment d'aller expérimenter la culture japonaise. Et pour moi, ça voulait dire auberge de jeunesse, guest house et capsule hôtel. Et du coup, j'ai pas du tout regardé les hôtels solo. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, les auberges de jeunesse et les capsules hôtels et les guest house et ce genre de choses, c'est à partir de vraiment 8 à 20 personnes dans une pièce. Donc, c'est quand même... Enfin, je veux dire, on est quand même au Japon, donc c'est hyper silencieux, hyper propre, c'est assez agréable. Mais en fait, vous avez quand même des personnes qui se déplacent tout au long de la nuit, par exemple. Vous avez parfois un peu de lumière, un peu de bruit, donc c'est pas hyper reposant. En discutant avec d'autres personnes qui avaient voyagé en même temps que moi, en fait, je me suis rendu compte que même d'un point de vue économique, parfois, c'est plus intéressant de prendre des chambres d'hôtel seules. Parce que si vous réservez un peu à l'avance, vous pouvez avoir des deals en plus géniaux dans des hôtels vraiment à plusieurs étoiles. Et en fait, c'est une autre façon d'expérimenter le Japon aussi, parce que vous avez beau aller dans un 5 étoiles, ça reste avec petit déjeuner japonais, onsen, etc. Donc ça, c'était vraiment une note à moi-même d'alterner les deux, parce que quand même, si vous avez envie de rencontrer des gens et tout, c'est peut-être plus facile dans des auberges de jeunesse, et en même temps d'aller faire ces expériences de seul, juste pour aussi dormir tranquillement et bien récupérer. Je vous ai fait un petit point sur la nourriture, parce que la nourriture, extraordinaire. Vraiment, le Japon, c'est tellement différent en plus. Il y a plein de formes de nourriture à goûter. Et j'avoue que je me suis un peu lâchée, mais j'ai aussi découvert dans les derniers jours de mon séjour que mon estomac, vraiment, à la fin, il n'en pouvait plus. Donc, c'est un petit warning sur le fait que il y a beaucoup plus... Alors ça, je m'en suis rendu compte un peu après, que vous achetiez... que vous mangez dans les restaurants ou dans les combini, dans les deux cas, c'est très peu cher. Et du coup, vous mangez des choses qui sont déjà préparées. Et quand elles sont déjà préparées, vous contrôlez évidemment pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et je pense, de mon ressenti, que dans la nourriture japonaise, il y a beaucoup de soja partout, il y a beaucoup de vinaigre et il y a beaucoup de sucre. Et je pense que vraiment, mon estomac, il n'était pas habitué à ça. Et au bout d'un moment, il a fait stop, là, vraiment, j'ai besoin d'une pause. Donc, autant vous dire que j'ai été dans les grands supermarchés où vous pouvez acheter un peu des légumes et tout. Mais surtout, vous pouvez acheter des patates douces chaudes cuites. Et vraiment, c'est le best deal. Donc, patates douces chaudes et bananes, c'était un peu le deal de la fin du séjour. Mais voilà, alternez bien avec la nourriture. Faites attention par rapport à ça, parce que je ne l'ai pas vu venir. Et je fais un petit shout-out à mes parents qui me disaient et alors je ne l'ai pas fait, donc bien fait pour moi, mais achetez de l'extrait de pépins de pamplemousse, parce que apparemment, en prenant des gouttes le matin, ça vous permet de bien digérer tout où que vous soyez dans le monde. Donc voilà, c'était pour le petit point nourriture. J'ai un petit point numéro 5. Le café au Japon. Ils ont une culture extraordinaire et c'est vraiment une culture de gens qui savent. C'est-à-dire que quand vous allez dans un café, et je parle pas vraiment juste des grandes chaînes ou ce genre de choses, vraiment plus des petites boutiques ou ce genre de choses, vous pouvez choisir le grain de café, vous pouvez choisir la provenance, vous pouvez choisir le moyen de filtration. Enfin, vraiment, ils ont une culture du café différente. Donc, ce qui veut dire aussi que le lait d'avoine, c'est pas vraiment très répandu. Si c'est quelque chose, c'est le lait de soja. Mais en tout cas, pour les gens qui sont vraiment des amoureux du café, vous allez être ravis au Japon parce que
Je pense qu'en plus, c'est sûrement une mode qui s'est développée dans les dernières années, mais c'est très moderne, c'est très beau, c'est très élégant, et encore une fois, c'est des prix assez raisonnables par rapport à l'Europe, quoi. Donc voilà, vraiment, je pense, prenez du temps aussi pour passer dans les cafés et savourer. Je vous ai fait un point numéro 6 par rapport aux outils de ce que j'ai emmené avec moi. Et parce que ça, c'était une bonne idée, je m'en suis bien servi de tout et ça valait la peine quand on voyage seul. J'ai décidé de prendre mon iPad, ma liseuse et un casque avec un fil. Ça, c'est le secret. Prenez un casque, bien qu'il soit Bluetooth, ou achetez un fil pour l'écouter dans l'avion. Comme ça, vous pouvez écouter des films tranquilles. Et ces ces deux outils-là, en tout cas, tablette et liseuse, je me suis vraiment servi des deux tout le temps. En plus, c'était hyper agréable parce que c'est moins lourd que de transporter. C'est quand même généralement moins lourd que de transporter des livres. Et en fait, j'ai également pris une super carte eSIM qui est de la marque Airlo. Je vous mettrai de toute façon toutes les notes dans la description de l'épisode, mais c'est une carte où en gros, on n'a pas besoin de sortir sa propre carte SIM pour en mettre une autre. C'est vraiment, vous téléchargez une application, vous achetez un crédit de X nombre de gigabytes pendant tant de temps, et vous l'activez. Et moi, je l'ai activé à l'aéroport de Tokyo, vous avez besoin de la Wi-Fi. Et ça a marché, mais du feu de Dieu. Donc, dans les outils, en gros, je me suis vraiment beaucoup servi de WhatsApp et de Google Maps. C'était mes deux gros points. Et dans notre podcast, j'avais beaucoup rigolé du fait que les Allemands ne se servaient pas beaucoup de livres de voyage, de guides et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte moi-même, parce que j'étais partie bien avec le Routa et le Lonely Planet, je les ai à peine ouverts, étant donné que j'étais tout le temps en train d'utiliser Internet. Donc, petit coucou à Marguerite, et petit signal pour les gens qui partiraient seuls. C'est un truc qui est bon à savoir aussi. Si vous prenez une connexion Internet, en plus large, dont vous servez beaucoup, c'est aussi autre chose, je trouve, que de ne pas avoir de connexion Internet et devoir vous débrouiller juste avec les livres sur place et tout. Je vous ai fait un point numéro 7 sur ma tenue. Parce que j'ai décidé du coup de partir fin d'hiver, début printemps. Et je suis partie avec deux bagages cabine plutôt. Donc j'avais un super sac à dos de 35 litres, il me semble, 40 max. Et un autre sac. Et sur moi, j'avais une banane cachée, vraiment cette pochette interne où je mettais mon passeport, ma carte bleue, de l'argent de réserve. Et en fait, elle était sous mes vêtements et je l'avais toujours avec moi. Et j'avais aussi une banane externe qui, pour le coup, où je mettais mon téléphone, mes pièces de monnaie, les tickets, ce genre de choses. Donc, c'était vachement bien d'avoir les deux. J'ai aussi pris chaussures de randonnée et baskets, plus des chaussures genre tongs. Ça sert à rien, vraiment, les tongs, c'est pas nécessaire. Au Japon, ils ont plein de chaussons d'intérieur et de ce genre de choses qui vous prêteront. Donc, c'est pas nécessaire d'amener ça. Et ensuite, j'avais vraiment pris polaire, pull et t-shirt, sous-vêtements. Et j'avais pris leggings. Et ça, c'était très agréable aussi, les leggings. Alors, j'ai aussi pris bonnet, écharpe et lunettes de soleil. Et par rapport à ça, quand vous voyagez fin d'hiver, début printemps, en gros, moi, j'ai eu un super temps quand même, autour d'une dizaine de degrés. Mais il y a vraiment eu des jours où il a fait très froid. Il y a eu des jours où il a plu. Et du coup, j'étais très contente d'avoir aussi, j'avais pris un coupe-vent, ce que je trouve assez cool parce que dès que vous en avez plus besoin, vous pouvez le ranger quand vous rentrez au musée ou quoi. Ça se fait tout petit et tout, donc c'est assez pratique. Par rapport au shopping, parce que ça, j'ai mis un peu... Je l'avais lu, mais j'avais pas forcément tout de suite capté. C'est par rapport au tax-free. Quand vous êtes étranger au Japon, vous avez la possibilité de demander, j'imagine que vraiment c'est comme la TVA, un retrait ou une soustraction de cette taxe qui est à peu près de 10% quand je parle en 2024. Et du coup, vous faites vos achats et en fait, dans la même journée, si vous dépassez un certain montant, vous allez au comptoir pour demander le remboursement de cette taxe. Alors, généralement, les centres commerciaux sont vraiment des étages et des étages, donc c'est immense. Le logo tax-free doit vraiment être écrit dessus parce que tous les magasins ne le font pas.
Et il y a énormément d'autres touristes, j'imagine, étrangers. Donc je pense, en fait, ce qui est drôle aussi quand on va au Japon, c'est qu'il y a beaucoup de Canadiens, d'Américains, de pays qui sont, par exemple, la Corée aussi, des Chinois. Et c'est assez marrant parce que c'est pas forcément des gens avec lesquels on est touriste aussi en Europe, alors que là, il y en a beaucoup. Donc soyez aussi stratégiques, tout ça pour dire, quand vous allez demander la déduction de cette taxe, parce que vraiment, il y a du monde, il faut le faire le jour même. Il faut avoir ses tickets et tout. Je vous ai fait un petit point 8 sur ce qu'il y a à faire. Et c'est un peu le fait de voyager seul. Parce que je trouve que quand on voyage avec d'autres personnes, ce qui est aussi, oui, évidemment, faut se mettre d'accord. Parfois, on fait des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Mais quand on voyage tout seul, et moi, j'ai adoré voyager seul, et en même temps, c'est un peu... on se limite assez rapidement. Parce qu'on fait que ce qu'on a envie de faire aussi, et du coup, on n'est pas forcément poussé dans nos retranchements. Moi, j'ai parlé avec d'autres voyageurs solo qui, par exemple, n'avaient pas fait les bains japonais. Alors bon, moi, j'avoue que c'était vraiment une de mes raisons pour aller au Japon. J'avais tellement hâte. Ça s'appelle les sento ou les onsen, en fonction de la source de provenance de l'eau chaude. Et oui, en fait, vous êtes tout nus. Moi, souvent, j'étais la seule étrangère visible, on va dire, ou européenne. Et c'est trop chouette parce que c'est vraiment une façon d'expérimenter le Japon. Donc, tout ça pour dire, c'est pas parce que vous êtes seul, allez-y. De toute façon, les gens, ils sont toujours un peu curieux de vous voir là. Si vous, en plus, vous êtes sympa, si vous n'êtes pas fermé ou quoi, souvent, ils vous expliquent ou ils vous montrent. Et vraiment, on n'a pas besoin de parler la même langue, souvent, pour se comprendre. Donc, par rapport à ça, moi, j'avais des potes avec le fait juste de parler du Japon qui m'ont dit « Ah, j'aimerais trop voir ça ou voir ça ». Et du coup, j'ai fait, en fait, pour certains de mes amis, des activités que j'aurais pas fait à la base. Donc, ça va de vraiment prendre le train Shinkansen, parce que moi, j'étais partie pour prendre un train normal, à aller sur le plus haut point de la ville. Et pareil, payer pour monter dans un immeuble tout en haut, c'est pas un truc que j'aurais fait, mais en fait, c'est trop stylé. Donc vraiment, je vous recommande. J'ai eu la chance d'assister à un tournoi de sumo. Et ça aussi, c'est un peu particulier parce que, en fait, il y a des phases de tournoi. Il y en a 6 par an. C'est à chaque fois dans des villes différentes. Donc, il y a un peu un alignement de planètes à nouveau pour réussir à choper une place. Mais j'ai eu la chance et c'était ouf. Franchement, trop bien. Donc, Sébastien, je t'embrasse parce que j'y serais pas allée moi à la base. Mais j'ai trouvé ça génial. Et franchement, à la fin, j'étais en mode, je comprends que ce soit une hype de ouf. Donc vraiment, je vous recommande d'aller faire ça. Et puis ensuite, les expositions de Teamlab, Planète et Bordelaise, j'ai pu faire les deux. Et ça aussi, je voulais le souligner. Le fait que c'est pas parce que vous êtes... que tout est réservé, complètement complet quand vous regardez, qu'en fait, il y a toujours des places qui se libèrent un peu dernière minute. Donc si jamais vous voulez vraiment aller le faire, je vous encourage à regarder dans les jours qui précèdent si vous n'avez pas réussi à choper vos places avant. Je vous ai fait un petit point sur ce que j'ai noté, en tout cas pour les prochaines fois. Alors, déjà, moi, j'ai noté que j'ai adoré rester longtemps à Tokyo. Et Tokyo, j'y suis restée à peu près, on va dire, cumulée presque une dizaine de jours sur la 15-16 dans lesquels j'étais partie. Et moi, ça a été une vie coup de cœur. Et souvent, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais moi, ça m'a plu de rester sur place à un endroit et juste de découvrir les alentours. J'adore la ville, j'adore découvrir les concepts, les boutiques. Et en plus, le Japon, c'est quand même c'est très propre et c'est très agréable. Donc, c'est assez silencieux aussi. Donc, c'est pas aussi, anstrengend que si on est parfois dans d'autres grandes villes. Donc, moi, j'ai noté que vraiment, j'ai aimé rester à un endroit longtemps. Et que c'est un truc, je pense que vraiment je le note pour mes prochains voyages. Je suis pas vraiment la personne qui aime voir beaucoup de choses différentes, beaucoup voyager en fait quand je suis seule. Et ça a été un peu la découverte aussi quand j'étais à Kyoto. C'est que je m'étais dit, oh trop cool, je pourrais aller me balader dans les montagnes, faire des randos et tout. Et en fait j'étais là, j'avoue, j'ai un peu baisse de motivation où j'étais en mode franchement je suis toute seule. J'ai un peu la flemme d'aller me perdre dans les montagnes si jamais il se passe quelque chose. Et vu que j'étais pas restée longtemps, c'est vrai que sur place, j'ai pas forcément rencontré de gens qui, eux, avaient prévu d'aller faire une randonnée et du coup qu'on la fasse ensemble. Pour être honnête, franchement, j'aurais pu trouver, mais j'étais vraiment en mode, bon, c'est pas très grave, je vais à Osaka la semaine prochaine, ce sera pour next time. Donc ça a été un peu la découverte. De toute façon, quand on voyage seul,
il y a aussi ce truc de on découvre vraiment comment on est quand personne regarde, entre guillemets. Parce que moi, je m'étais rendu compte qu'il y avait des choses que j'étais à fond de faire avec d'autres personnes, mais alors toute seule, franchement, la flemme. Donc ça a été aussi un truc aussi. Je me suis rendu compte par rapport à ça. Et le dernier point, c'est que à Berlin, je fais pas mal de sport, donc à raison de 4-5 séances par semaine, on va dire. Et là, je n'ai rien fait, à part beaucoup marcher quand même, pendant 2 semaines. Et j'avais un peu l'idée de me dire, oui, je pourrais réserver un truc de sport quand je serai sur place ou quoi. Vraiment, je ne l'ai pas fait. Je pense que j'aurais pu le faire si j'avais été dans des hôtels qui étaient aménagés pour avoir des salles de sport ou ce genre de choses. Mais je le note pour moi la prochaine fois, que vraiment 2 semaines seule, où il n'y a pas cette routine sportive, je pense que ça a été un peu plus dur que ce que je m'attendais. Donc, je le note aussi pour la prochaine fois. Ensuite, j'ai voulu vous faire aussi, pour ce dernier point numéro 10, c'était les inspirations. Parce que je voulais vous partager quelques ressources qui vraiment m'ont donné tellement envie d'aller au Japon et qui, sur place, m'ont aidé aussi à trouver des bonnes adresses. Donc, évidemment, moi, ça a été l'une des grandes découvertes, je pense, avec le Japon, avec la culture japonaise. C'était tous les films des studios Ghibli. Et franchement, je ne vais pas tous les citer, mais autant on ne le retrouve pas trop à Tokyo, je trouve, mais à Kyoto, vraiment, on ressentait, je trouve, toute cette ambiance. Donc, regardez-les, vraiment, c'est trop bien. J'ai noté aussi l'épisode 19 du podcast de la page sensible, qui parle de la papeterie Tsubaki de Gawa Ito, qui est un roman. Et en fait, déjà, celle qui est l'hôte du podcast, qui s'appelle Marion, il me semble, en parlait déjà magnifiquement, superbement bien. Donc je l'ai lu et alors, mais quelle beauté. Vraiment, ça a fini de me convaincre que vraiment j'avais trop envie d'aller au Japon et j'étais trop prête d'y aller toute seule. Donc ce livre, vraiment magnifique. J'ai noté aussi les livres de Murakami. Donc là, c'est un peu plus un Japon un peu plus sombre, je trouve, qui parle un peu plus de la jeunesse, de la vieillesse, des traditions, des coutumes. Le podcast Tsukimi, pour les amoureux du Japon, qui est un podcast francophone, qui est très joli, qui est fait par la Maison du Mochi en France. Et ça m'a beaucoup régalé aussi. J'ai lu avec plein d'intérêt, et je faisais partie des premières abonnées, il me semble, la newsletter de Noé Maillot, qui est étudiant et qui est actuellement au Japon et qui fait une newsletter à peu près toutes les 2 semaines, il me semble, pour partager ses insights, ses partages, ses découvertes. Et j'ai beaucoup aimé le lire en amont et pendant qu'il y était aussi. Donc, merci Noé, et je vous recommande d'aller regarder si ça vous intéresse aussi. Et j'avais acheté, mais alors je l'avais laissé chez moi pour le coup, mais le guide illustré du Japon par Marco Reggiani, qui est absolument sublime. Et vraiment, toutes les personnes qui sont artistes, illustrateurs, qui m'écouteraient, je vous invite à lire et regarder cet ouvrage. Parce qu'en fait, déjà, il n'a pas un format standard, il est un peu plus long. Et en fait, quand vous ouvrez, c'est une double page sur une thématique sur le Japon. Et c'est hyper joli, très bel objet. Et c'est très intelligemment fait. Donc je vous encourage à jeter un coup d'œil. Et moi, ça m'avait bien préparé de la manière dont j'espérais découvrir le Japon. C'est-à-dire vraiment ce côté plus de la culture, plus que l'histoire, par exemple. Mais vraiment, c'était tous ces petits points culturels qui sont très différents de ce que moi, je vis dans mon quotidien. Et ensuite, j'ai aussi noté la chaîne YouTube de Raif et Sam, qui notamment ont fait plusieurs vlogs à Tokyo avec des adresses trop cool où j'y ai été, où j'ai validé. Et vraiment, je le cite, histoire de le dire, je le cite parce que souvent quand on parle du Japon, c'est quand même Lost in Translation qui revient. Mais en vrai, je me suis endormie au milieu du film et mon mec m'a dit que j'avais rien manqué. Donc, je le cite histoire de. Je pense qu'on retrouve bien le côté frénétique de Tokyo qu'il y a parfois avec ce film, mais bon, c'est plutôt histoire de dire. J'ai aussi mis tous les points d'adresse où j'ai été, vraiment que j'ai validé, que j'ai trouvé trop cool, dans une carte Google Maps, et je vous mettrai le lien pour retrouver cette carte si jamais vous êtes sur place et que vous êtes curieux de savoir où est-ce que j'ai été, ce que j'ai mangé et tout. Mais alors, j'ai vraiment été dans des endroits ouf quand même. Franchement, c'était trop chouette. Donc, juste un petit sum-up du fait que le voyage solo, j'ai quand même déménagé seule en Allemagne, mais c'était un pays dont je connaissais plutôt la culture, un petit peu la langue, et puis surtout, c'était pas très loin de chez moi. Donc, je pense qu'il y avait aussi ce truc de ça va, je pouvais rentrer vite.
Et j'avais fait quelques voyages solo de vraiment un week-end à une dizaine de jours. Notamment, j'avais été en Russie en 2018 et j'avais adoré ce voyage aussi. Donc tout ça pour dire vraiment, je vous encourage, pour celles et ceux qui oseraient peut-être pas encore, d'aller faire un voyage solo parce que c'est vraiment une rencontre ou une découverte de soi-même, de ses propres limites. Ça invite un petit peu aussi à est-ce qu'on veut les dépasser ou pas et par rapport à quoi. Puis ça permet quand même ça vous laisse des longs moments d'introspection, ce qui est chouette d'avoir la possibilité de l'avoir en fait. Donc tout ça pour dire, je vous encourage à le faire. Et j'ai aussi noté ce côté, on est en vacances et ça m'avait beaucoup marqué il y a quelques années. J'avais lu un article en gros, qui disait que vu qu'on travaille tellement souvent dans l'année, quand on part en vacances, on exige que tout soit parfait parce que, en gros, on l'a mérité ou pas. Et en fait, le principe du voyage, c'est aussi de dire, vous laissez venir à vous ce qui va se passer. Et s'il pleut tout votre séjour, voilà, ça fait partie de l'expérience du voyage, il n'y a pas à exiger un temps parfait ou quoi. Donc il y a ça d'un côté, et de l'autre côté, c'est aussi, moi j'ai eu des moments vraiment j'étais fatiguée. Et c'est beaucoup d'informations quand on voyage seul et dans un pays étranger différent. Et j'étais là, ouais, mais c'est au bout du monde. Et du coup, je me poussais plus plutôt que me dire, je prends la journée off, ou je prends cet après-midi, et je me pose tranquille. Donc, soyez sympa avec vous-même quand vous êtes tout seul parce que on fait peut-être un peu moins la balance que quand il y a d'autres personnes et que eux sont fatigués et du coup qu'on peut se reposer sur l'autre, ce genre de choses. Par rapport aussi à ça, moi j'ai trouvé ça hyper chouette pour le coup parce que je suis pas très à partager mon quotidien ou quoi sur les réseaux sociaux ou à mes proches, mais j'ai adoré le faire. Pendant ce voyage, j'ai notamment une grande tante qui a plus de 90 ans à qui j'envoyais tous les jours un petit résumé de ma journée et qui a adoré. Donc c'est aussi par rapport à ça. En fait, vous avez beau être seul, quand vous avez des connexions internet ou quand vous avez un wifi ou ce genre de choses, vous n'êtes pas si seul que ça. Et en fait, j'ai rencontré quelques voyageurs qui m'ont dit qu'ils étaient un peu tristes de ne pas avoir partagé des éléments avec d'autres personnes. Moi, j'ai pas du tout ressenti ça, pour être honnête. En fait, j'avais fait plein de photos, du coup, je faisais mes petits résumés le soir et j'avais des retours trop drôles à 5h, 8h de décalage horaire plus tard. Et du coup, je me suis pas sentie seule du tout. Donc voilà, c'était vraiment un voyage de ouf. Voyagez seul si vous en avez la possibilité. Comme dit, le budget qui est un peu élevé, je pense, pour le Japon, c'était surtout d'y aller. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller au bout du monde pour faire des expériences solo, bien au contraire. Et en plus, on a la chance en Europe d'avoir plein de pays à proximité où vous pouvez vous rendre assez facilement. Et vous pouvez aussi vous challenger en disant je prends pas de téléphone, en disant je prends du liquide mais à un montant limité par exemple. Enfin, faites un peu votre truc, do you, et amusez-vous bien quoi, éclatez-vous. Et franchement, c'était trop chouette. Donc voilà, j'ai fini. C'était un podcast un peu différent de d'habitude, mais je trouvais ça... J'avais envie de toute façon d'aborder le fait d'être solo parce que j'ai aussi déménagé seule en Allemagne et je trouvais qu'un voyage, ça représentait bien ce côté-là aussi et qu'est-ce qu'on pouvait en tirer et qu'est-ce qu'on pouvait en attendre ou y découvrir. Donc merci à tous pour votre écoute. Abonnez-vous à la newsletter du podcast, suivez-le sur les réseaux en fonction de vos intérêts. Écoutez les épisodes qui sont vraiment dingues avec des personnalités toutes plus inspirantes que les autres, les unes que les autres. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Au revoir.